Bonjour à tous, aujourd'hui direction Nogent-le-Rotrou pour les vacances, mais avant ça, énigme et chronique du jour. L'énigme est consacrée à un personnage historique. Comme vous le savez, c'est comme d'habitude. Une énigme à trouver à travers différents indices qui sont également à déchiffrer. Indice général pour trouver l'énigme. Troisième du nom. Oh, c'est super simple. Premier indice, je suis fils de roi et neveu d'un empereur. Deuxième indice, premier du genre en France, j'obtiens ce titre grâce au suffrage universel. Troisième indice, je voulais durer plus que mon mandat ne me le permettait. C'est donc par un coup d'État que je garde le pouvoir. Un an plus tard, je fais tomber la République. Ce fut la fin de la deuxième et le début du second. Mais de quel second s'agit-il? Et enfin, quatrième et dernier indice, j'ai épousé une jeune aristocrate espagnole, mais de qui s'agit-il? Réponse dans quelques minutes. En attendant, place à la chronique du jour qui porte sur l'histoire du château de Compiègne, la Bastille vendéenne. Aujourd'hui, direction Compiègne donc, pour découvrir un bijou d'architecture médiévale, le château de Compiègne. L'un des derniers châteaux forts construits en France, ou plutôt, ce qu'il en reste. Une silhouette de pierre blanche, pierre à l'origine de Salertaine, qui semble encore veiller sur les siècles passés. Tout commence au XIe siècle. À cette époque, c'est une simple forteresse en bois, construite sur une motte féodale, comme beaucoup d'autres en France. Elle sert avant tout à surveiller la région, à protéger les terres et à affirmer le pouvoir du seigneur local, dont le premier connu est Urvois. Pendant tout le Moyen-Âge, Compiègne formait une baronnie. Les seigneurs ont ainsi exercé une influence administrative et juridictionnelle sur un vaste territoire comprenant de nombreuses paroisses. C'est Thibaut de Beaumont, fils de Louis II de Beaumont-Bressuire, dit Louis de Beaumont, seigneur de Compiègne, conseiller du roi Charles VII, rien que ça, qui décide de bâtir un château fort en pierre. Sa construction s'étale de la fin du XVe au début du XVIe siècle. Il s'agit d'une forteresse octogonale flanquée de 8 tours rondes reliées par des courtines avec un système de douves alimenté par une rivière toute proche. On y entre par un pont-levis qui donne accès à la cour centrale et le tout forme un parfait exemple de l'architecture militaire de la fin du Moyen-Âge, mêlant défense et prestige. Cet agencement confère au château de Compiègne un caractère unique, inspiré, dit-on, de la Bastille. Comme de nombreux châteaux du Bas-Poitou, celui de Compiègne est démantelé en 1628, sur ordre du cardinal de Richelieu. Il faut éviter qu'il ne serve de refuge à des rebelles ou à des protestants. La régularité des brèches visibles dans ces murs témoigne d'une destruction méthodique et volontaire. À partir de là, le château tombe peu à peu dans l'oubli. Certaines de ces pierres sont réutilisées pour construire des maisons aux alentours. La nature reprend ses droits. Et pourtant, ce n'est pas la fin de l'histoire, loin de là. Au XXe siècle, des passionnés locaux décident de faire revivre le site. Fondé en 1969 par Henri Lemoelle, médecin à Compiègne, l'association des Amis du Vieux Château en est le plus bel exemple. Elle œuvre encore aujourd'hui pour la préservation du lieu. Il faut attendre 1926 pour que le site soit inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. 1974 pour qu'il soit acquis par la commune de Compiègne. Et 2023 pour qu'il soit enfin classé et non plus seulement inscrit au titre des monuments historiques. En 2020, des travaux d'urgence, en partie financés par le premier loto du patrimoine, lancé par Stéphane Bern, tout le monde le sait, ont permis de consolider les éléments les plus dégradés du château. Chaque été, il devient le théâtre de spectacles, de reconstitutions médiévales et d'un grand rassemblement costumé appelé les Médiévales de Compiègne, qui attire toujours plus de visiteurs, des milliers de visiteurs. Alors oui, le château de Compiègne n'est plus qu'une ruine, mais une ruine bien vivante. Il nous rappelle que les pierres ont une mémoire et que même ce qui semble figé peut encore vibrer d'histoire. On en revient à l'énigme du jour. Le personnage historique à trouver était bien sûr Charles-Louis-Napoléon Bonaparte, dit Louis-Napoléon Bonaparte, plus connu sous le nom de Napoléon III. Il est le troisième fils de Louis Bonaparte, roi de Hollande et frère cadet de Napoléon Ier. En 1848, il est élu président de la République au suffrage universel masculin. Il sera le premier. Mais n'ayant pas la possibilité de se représenter, c'est par un coup d'État, le 2 décembre 1851, qu'il garde le pouvoir.
Il rétablira l'Empire un an plus tard. Ce sera donc le Second Empire de 1852 à 1870. Le Second Empire, selon le jeu de mots de Victor Hugo, qui, vous l'aurez compris, n'appréciait pas beaucoup Napoléon III. La jeune aristocrate espagnole qu'il épousera en 1853 est Eugénie de Montiro. Enfin, pourquoi cet indice général, troisième du nom? Tout simplement parce qu'en rétablissant l'Empire, il prend le nom de Napoléon III, pour respecter le règne très court, 2 semaines environ, de Napoléon II, fils de Napoléon Ier, qui n'avait alors que 4 ans. La prochaine chronique sera consacrée au mur de l'Atlantique en Vendée. J'entends vos interrogations, c'est quoi précisément? Patience, vous le saurez bientôt, parce que là, il est temps de nous quitter. Vous aurez remarqué, je fais de plus en plus long. Allez, bonne semaine à tous, mais d'ici là, je pars en vacances, et vous savez, vous allez beaucoup me manquer.